Pour tous ceux qui ont trouvé ce film nul, vous êtes des grands malades. Et bonjour à tous, on se retrouve en ce milieu de semaine pour continuer les critiques d'anciens films. Alors déjà, dans un premier temps, je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur ma critique de The Dark Knight, que ce soit pour vos likes, vos commentaires, mais aussi les propositions de films sur lesquels vous souhaitez que je revienne. J'ai tout pris en note, il y en a d'ailleurs deux qui ont vachement retenu mon attention. Je vous invite à faire de même sous cette vidéo, et aujourd'hui on revient sur la suite de The Dark Knight. The Dark Knight Rises, sorti en 2012, est toujours réalisé par Christopher Nolan, qui entre celui-ci et l'opus précédent a réalisé un autre petit film, répondant au nom d'Inception. L'histoire prend place, 8 ans après les événements provoqués par le Joker, Batman est à la retraite et mal en point, mais une nouvelle menace va l'inciter à se relever. Donc, j'ai un truc à vous dire d'emblée en ce début de vidéo, et je pense pas que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo durant mes 2 premières années sur YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont été déçues par ce troisième opus, en comparaison certainement à The Dark Knight, qui je le rappelle, vous avez vu ma critique, est le meilleur film Batman all time, mais je me dois de vous le dire, et ça me fait même plaisir de vous le dire, pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir, The Dark Knight Rises est mon film Batman préféré. Alors attention, je le trouve objectivement moins juste que The Dark Knight, mais par contre, il y a beaucoup trop de choses qui sont assez dingues dans ce troisième film, et les thématiques me parlent bien plus. Parce que là où The Dark Knight, on était sur une œuvre très chaotique au rythme effréné, qui allait remettre en question l'humain face à des événements qui amènent le désordre, mais aussi par rapport à Bruce Wayne, qui lui aussi allait se remettre en question par rapport à son statut de justicier masqué, et bah là on est sur une œuvre qui va bien plus parler de Bruce Wayne, de l'humain, bien plus que Batman, et ça, je pense aussi que c'est un des points qui a dû saouler pas mal de personnes, parce que oui, sur les 2h45 de film, Batman, on le voit en costume, Bruce Wayne, on le voit en costume 3 fois durant toute l'œuvre. Ça fait oui assez peu, je peux comprendre aussi que lorsque certaines personnes vont au cinéma pour voir Batman, bah, que vous avez envie de le voir en costume et que vous avez envie de le voir, défoncer des personnes. Et on va traiter des thématiques que j'adore, qui me galvanisent, mais alors là, vraiment, comme le dépassement de soi, c'est quelque chose qui fait aussi partie de ma vie. Pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram, ça, vous le savez. Mais aussi le fait d'arriver à se relever suite à un ou des échecs. On en a tous connu, on se doit, oui, de se relever, et ça continuera. Et j'ai même d'ailleurs un de mes tatouages qui reprend le Why Do We Fall de la trilogie, avec le point d'interrogation qui représente le logo de la chauve-souris de ce Batman. La peur aussi, qui a une place importante dans le dépassement de soi, et tout ça mêlé au personnage de Batman, qui, je le rappelle, comme Spider-Man, ce sont mes deux super-héros favoris, bah tout ça fait que ça me parle, mais alors vraiment beaucoup. Et donc oui, The Dark Knight Rises est le Batman devant lequel je peux me poser 2h45 sans voir le temps passer, parce que j'adore les thématiques, ça me parle, et pour même résumer ma relation avec entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, The Dark Knight, c'est un chef-d'œuvre auquel j'assiste. The Dark Knight Rises, c'est une œuvre que je vis. 12 chansons que vous me chantez là. Et c'était pas forcément gagné d'avance parce que vous le savez, Heath Ledger devait apparaître dans ce troisième volet, le Joker devait être là. Suite au décès d'Heath Ledger, le scénario a dû être quasiment mais totalement réécrit. On va y revenir, mais tu sens que la cohérence du scénario parfois bat un petit peu de l'aile. Mais en vrai, ils s'en sont quand même bien tirés, et ça défonce, mais alors là facilement, 80% des films de super-héros qu'on a eu depuis le début des années 2000. Alors je sais même pas par où commencer parce que j'y vois beaucoup de qualités. Je vais commencer par revenir sur quelques personnages principaux avant de vous révéler quelles sont mes scènes favorites et les scènes qui sont pour moi déjà cultes. Je referai aussi d'ailleurs une précision sur l'IMAX. J'en ai parlé à la fin de ma critique de The Dark Knight parce que oui, The Dark Knight Rises, c'est pareil, il y a pas mal de scènes qui sont tournées en IMAX. Cette fois-ci, il y a un tiers du film qui a été tourné avec des caméras IMAX. Et on se posait la question, pourquoi est-ce que tout le film n'était pas tourné intégralement dans ce format? Et bah je vous ai dit que oui, ça pouvait engendrer des coûts supplémentaires, mais en baladant sur les bonus de la version du coffret trilogie, j'ai appris d'autres choses et on va y revenir. On va commencer dans un premier temps par parler de Bane, et comme dans toute œuvre de super-héros, il faut un bon méchant, et là globalement c'est le cas. Alors oui, à l'origine, c'est surtout une grosse brute qui est vouée à faire exploser une bombe terroriste. Il n'y a rien de très original. On est sur quelque chose de bien moins subtil que si ça avait été Harvey Dent, le méchant de ce troisième volet. Chose que j'aurais souhaité, comme je vous en ai parlé dans ma critique de The Dark Knight. Mais au final, malgré son aspect très brutal, ils ont réussi à lui apporter une certaine finesse, un aspect assez susceptible, romantique. Je vous invite aussi, si vous en avez l'occasion, d'aller regarder les bonus de l'édition Blu-ray, parce que vous apprenez plein de choses sur le processus créatif de Bane. Bane, vous l'avez vu, qui est très esthétiquement, qui est très différent du Bane qu'on va retrouver dans les comics. Il y a eu un énorme travail autour de la création du masque, le
le fait de lui donner un aspect guerrier, militaire. Mais commencez par prendre d'assaut Blackgate et libérer les opprimés. Et même si ses ambitions, ses raisons de faire le mal sont pas si marquantes que ça, sa brutalité et tout le character design, tout son rendu esthétique fonctionne, ses vêtements, etc. C'est en accord avec l'univers et je le trouve même quasiment aussi iconique que le Joker d'Heath Ledger. Je reviens aussi rapidement sur le choix étonnant dans un premier temps de Tom Hardy. Et vous savez que j'adore Tom Hardy, c'est un des top acteurs de la décennie dernière. Même si oui, ça avait plutôt très bien commencé, ça s'est bien passé au milieu, et à la fin c'est un petit peu parti en couille. Tom Hardy, c'est un acteur que Nolan aime beaucoup parce qu'il arrive à dégager beaucoup de choses à travers le regard. Donc là en l'occurrence, c'est le fait de devoir jouer un personnage masqué, le choix pouvait s'imposer. Le problème, c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que lorsque Tom Hardy a été annoncé, bah voilà, Bane, vous voyez à quoi il ressemble dans les comics, c'est une sorte de brute énorme, ultra musclé. Tom Hardy, il fait ma taille, on fait 1m75. D'ailleurs, ça aussi au passage, lorsque Reggie Legoria et moi-même, on s'est retrouvés en Ukraine il y a 2-3 mois, et qu'on a posté une photo de nous deux sur les réseaux sociaux et que vous avez vu que le gars faisait une tête de plus que moi, je le répète, je fais 1m75, je ne suis pas petit, je suis moyen. Et ce qui est intéressant pour revenir à Tom Hardy bien sûr, c'est qu'il a déjà dû prendre, encore une fois, beaucoup de poids. Il a dû prendre 15 kg pour le rôle pour avoir vraiment cet aspect grosse masse. Et si vous regardez bien, la plupart du temps, la grande majorité du temps, il est filmé en contre-plongée pour qu'il paraisse, oui, plus grand et encore plus fort. On va passer à Bruce Wayne qu'on va retrouver 8 ans après les événements de The Dark Knight. Déjà oui, ce début et toutes les années qui sont passées, c'est assez fort. Ça va aussi donner du poids à la fin de The Dark Knight, parce qu'on voit que le sacrifice de Batman a eu des effets. On va le retrouver assez fatigué et blessé à la jambe, et ça aussi c'est un petit peu flou. Pourquoi est-ce que le mec, 8 ans plus tard, est encore avec une canne, alors que bon, c'est Bruce Wayne et visiblement il est resté chez lui, il avait le temps et il a quand même aussi les ressources pour se soigner, enfin bon, ça a pas trop d'importance non plus, on va dire qu'on passe. Et je trouve encore une fois que Christian Bale s'en sort très bien, et au-delà, alors oui, il y a 4 ans qui sont passés depuis The Dark Knight, et l'acteur a mûri physiquement, mais il a réussi aussi à réinterpréter son personnage, à le faire lui aussi mûrir. On sent vraiment qu'on n'est pas cette fois-ci avec un Bruce Wayne qui a encore ce petit côté un petit peu foufou qu'on avait dans The Dark Knight. Batman n'a aucune limite. Pas vous, monsieur. Là, on est sur un Bruce Wayne plus sage, sur la réserve, mature. Il fait vraiment homme, et ça vient aussi du fait que là, pour le coup, le personnage est vraiment meurtri comme on ne l'a jamais vu, et notamment par le décès encore de Rachel. On sent qu'on est face à un homme, et c'est assez dramatique, on est face à un homme qui doit retrouver une raison de vivre, ou alors au pire, une raison de mourir et d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc oui, Christian Bale, encore une fois, bon investissement sur le personnage, et ça déchire. Selina Kyle aussi, que j'ai adoré, c'est un caméléon, elle sait se faire discrète. D'ailleurs, dans le film, on va même pas la nommer Catwoman. Il y a aussi une recherche intéressante au niveau du character design du personnage, pour rester dans une ambiance très cohérente et proche de notre monde. Ces lunettes à vision nocturne qui sont directement intégrées à son masque, qu'elle relève pour faire les oreilles de chat, c'est tellement mais bien trouvé. J'adore aussi pour ce personnage le thème qu'a fait Hans Zimmer, au piano qui est très élégant, très mystérieux, très discret, et qui est totalement en accord avec le personnage. Il y a aussi, c'est vachement intéressant, une photographie qui a été créée dans ce film pour chaque personnage. Pour Selina Kyle, c'est presque le plus flagrant, et Anna Thaoué aussi bien sûr, qui est une actrice que je surkiffe, qui campe parfaitement le rôle, et je dirais même les rôles, parce qu'avec tout son aspect caméléon, on la voit presque jouer plusieurs rôles dans un seul rôle. Elle me fait peur. Moi, elle m'excite. On va parler aussi des autres personnages par la suite, mais on va surtout se focaliser dès maintenant sur mes scènes préférées, parce que oui, il y a beaucoup de séquences qui sont impressionnantes visuellement, et là où dans The Dark Knight, je pouvais vous en tirer, je tirais 3 séquences qui sortaient un petit peu du lot, dans The Dark Knight Rises, des séquences marquantes, j'en compte 5-6. C'est un long métrage qui va chercher à être encore plus ambitieux visuellement. Il y a beaucoup de plans qui font presque penser à des toiles. Il y a une vraie recherche dans les cadrages, dans les décors. Plus d'IMAX aussi cette fois-ci, et je vais faire la parenthèse sur l'IMAX. Vous avez des moments, donc comme dans The Dark Knight, on va passer donc du format IMAX au format scope avec les bandes noires sur la partie haute et basse de l'écran. C'est toujours déstabilisant, et comme je vous le disais, ce que j'ai appris dans les bonus du Blu-ray, et en fait, les caméras IMAX qu'utilise Nolan, qu'aime utiliser Nolan, font visiblement beaucoup de bruit. Ce qui veut dire, et ça explique beaucoup de choses, et dans les scènes où les personnages doivent parler,
Nolan ne souhaitait pas utiliser l'IMAX parce qu'on entendait le bruit de la caméra, et donc la solution derrière c'était que les acteurs puissent redoubler leurs scènes, sauf que ça, Nolan, il a pas envie de le faire. Et c'est un peu normal, parce que déjà oui, s'il faut redoubler les scènes, déjà en termes d'emploi du temps, il faut repayer tous les acteurs, le budget devient encore plus conséquent, et en plus de ça, t'as pas la même émotion que lorsque les acteurs ont joué la scène en direct. Donc oui, comme je vous le disais, ça explique beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on va avoir des scènes qui vont être tournées en IMAX, les scènes d'action plus précisément, et par contre les scènes où les personnages doivent parler et dialoguer, on repart sur des caméras, on va dire, normales entre guillemets. On commence déjà avec 3 scènes que j'aime beaucoup. La scène d'intro qui introduit Bane, ce kidnapping en plein air, et là aussi je vous invite à aller voir les making-of. C'est vraiment impressionnant, ils ont vraiment tourné pas mal de trucs, vraiment dans les airs, c'est du Nolan. Moins on a d'effets spéciaux, mieux ce sera, c'est limite son credo. À choisir, je préfère l'introduction de The Dark Knight, les deux sont impressionnantes. Celle de The Dark Knight, il y a ce côté aussi un petit peu amusant, mais aussi au-delà de tout ça, t'as vraiment cette impression qu'en l'espace de 5 minutes, t'as tout compris du Joker. On a réussi à te le présenter intégralement grâce à cette introduction, et c'est ce qui va la rendre, oui, certainement un petit peu plus marquante. J'ai adoré aussi le retour de Batman, cette scène de course-poursuite de nuit avec tous ces gyrophares de voitures de police, sublimée avec le thème d'Hans Zimmer et aussi l'IMAX. Avec par contre une gestion du temps assez étonnante d'ailleurs, surtout de la part de Nolan, et c'est pas la seule dans le film, mais après le braquage de la bourse, la nuit tombe quand même très vite. J'ai aimé aussi la séquence de l'explosion du stade de football américain avec cet hymne qui va stopper le temps. Suivi de la destruction du terrain, ce plan mais carrément glacial, toute la ville qui explose, les ponts qui vont aussi être détruits pour confiner le peuple dans Gotham, et le long métrage va limite à ce moment-là changer de registre, on va se retrouver dans un film catastrophe. La vie, cette sale race. Alors, on va continuer avec les 3 scènes qui sont pour moi, voilà, là c'est le top du top. La première, ça sera le premier combat entre Batman et Bane. C'est la première fois que Bruce va se faire bouffer, et c'était un choix que Nolan voulait à l'origine. Cette fois-ci, il voulait que Batman tombe sur un ennemi qui pouvait lui tenir tête physiquement, parce que oui, quasi l'intégralité des ennemis de Batman, ça va être soit des fous, soit des personnes qui pensent très bien, mais sinon des monstres physiques, il y en a pas non plus des masses, et c'est pour ça que Nolan a voulu se rabattre sur Bane. On va se retrouver avec un rendu visuel qui va être assez marquant, cet espace qui ressemble presque à une arène, Bane et sa tenue qui mélangent des inspirations romaines mais aussi à la fois militaires. Le combat va tourner à l'avantage de Bane, qui est lui, oui, au top de sa forme face à un Batman qui est en perte de rythme. On va en apprendre beaucoup sur Bane, sa façon de combattre, qui est à la fois très lente et aussi très lourde. On a limite pas l'impression qu'il ressent les coups à chaque fois qu'il va en prendre une. Ça va être un petit peu en mode « Ah bah, c'est tout ce que tu peux faire ». On n'a pas de musique aussi durant cette séquence, qui va la rendre encore plus puissante. On va entendre les coups, les grognements, tout ça au fait, c'est ce qui va rythmer la scène. C'est pareil que pour l'hymne qui va être chanté avant le match de foot américain. Là, t'as l'impression que le temps s'arrête aussi durant cette scène, qui va se terminer d'une manière très difficile pour Batman. Où ton corps? On passe maintenant à l'ascension de la prison, qui est clairement la métaphore du fait de se relever. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus clair, ça fait aussi écho bien sûr à l'introduction de Batman Begins, lorsque Bruce tout petit va tomber dans le puits. Et c'est une scène, comme je vous l'expliquais, qui me galvanise de fou, parce qu'elle a aussi tellement de sens. En plus de ça, je trouve le concept, l'esthétique de cette prison vraiment très original, et le fait de devoir retrouver la peur pour se dépasser, l'ascension avec toutes ces personnes qui crient en bas. C'est un passage qui est sublime, et oui, très certainement l'un de mes passages favoris de toute la trilogie. Et on arrive sur le final. Alors déjà, Bruce Wayne qui s'est téléporté depuis la sortie de la prison pour arriver, mais alors directement à Gotham, tu sais pas comment. C'est un point qui en termes de cohérence va te faire un petit peu grincer les dents. On se retrouve donc dans ce final qui va se dérouler de jour. J'insiste dessus parce que retrouver Batman de jour, c'est quelque chose qui est assez rare. D'ailleurs aussi, pour faire la comparaison, et paradoxalement, Spider-Man, c'est un super-héros qu'on imagine plus de jour. Et si vous regardez bien, je sais pas si vous vous êtes fait la remarque, tous les films Spider-Man qui sont sortis, donc du premier de Sam Raimi jusqu'à Far From Home, et Far From Home, c'est le seul à avoir un combat final qui se déroule de jour. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est le genre de petits détails que que je remarque. Et pour revenir sur le final de The Dark Knight Rises, j'en ai pris littéralement plein la gueule.
en voyant cet assaut avec tous ces figurants, Batman et Bane qui s'affrontent de nouveau au milieu de toutes ces personnes. J'ai bien aimé aussi et je me suis fait avoir le fait que l'enfant qui s'est évadé de la prison n'était pas Bane, mais Marion Cotillard. On l'avait pas vu venir et en plus de ça, Nolan a beaucoup joué avec la presse en termes de com, ou même toute autre personne qui aurait souhaité voler des photos. On avait inscrit le nom de Miranda Tate sur une tombe pour ensuite le remplacer par Bruce Wayne en post-prod. Et tant qu'on parle de sa mort, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Bien sûr que ça fait un petit peu tâche. C'est de la merde. Et je suis même surtout étonné qu'on n'ait pas eu sous la main une autre prise avec une mort un petit peu plus convenable. Durant ce final, on a aussi un montage qui me gêne un peu et surtout le décompte sur la bombe qui ne va pas mais du tout être en accord avec le temps que l'on va suivre à l'image, les images qui vont défiler. J'ai pris des notes sur mon petit post-it, je vais m'expliquer. À 2h19 et 17 secondes, donc sur la bombe, on est à 11 minutes 45. Si on part plus loin à 2h20 et 54 secondes, c'est-à-dire 1 minute 37 plus loin, on voit que la bombe a simplement avancé de 9 secondes. Déjà là, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais lorsque j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait un petit peu tiquer. Et c'est pas fini parce qu'ensuite, si on va plus loin à 2h23, c'est-à-dire 2 minutes et 6 secondes plus tard, la bombe est à 11 minutes 07, il y a 29 secondes qui sont passées. Donc oui, en termes de montage, c'est un petit peu bizarre, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de partir sur des chiffres aussi proches. La bombe, ça aurait très bien pu être, 14 minutes 50, puis ensuite on passait à 12 minutes 12. Là, en termes de montage, c'est assez bizarre, c'est assez déstabilisant, parce que t'as l'impression que le temps est un petit peu figé. Mais sinon, pour conclure, j'ai bien aimé comment Bruce révèle son identité à Gordon. Je suis archi fan du final et lorsque j'ai été voir le film la première fois, j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. J'aime beaucoup aussi comment est-ce qu'il va annoncer à ses plus proches compagnons qu'il est encore vivant, donc Lucius Fox, qui va le comprendre via le pilotage automatique, Gordon qui va retrouver le projecteur de Batman en parfait état alors qu'il avait été détruit à la fin de The Dark Knight, et bien sûr Alfred qui nous a tous attristés durant l'enterrement, avec ce plan qui est aussi très touchant. On a aussi Blake qui va découvrir la Batcave, qui va se faire renommer sous le pseudonyme de Robin. Est-ce que Blake va devenir Batman ou est-ce que Blake va devenir Robin? C'est à vous de vous imaginer la suite, c'est une fin ouverte, c'est une fin qui est satisfaisante. Par contre, le personnage de Blake, qui sait que Bruce Wayne est Batman parce qu'il l'a vu dans son regard... Ouais. Vous l'avez donc compris, je pense, malgré quelques incohérences et un scénario qui laisse parfois quelques failles, j'ai quand même bien aimé The Dark Knight Rises, ça reste un film très puissant, et encore une fois bien plus que la grande majorité des œuvres du genre. De toute façon, faut arrêter rien que pour l'esthétique des scènes, la grandeur et la puissance des scènes, cette volonté d'arriver à créer de l'épique. Vous ne pouvez pas dire que ce film est nul. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que ce sera l'une des critiques les plus longues de la chaîne. Je vous invite encore une fois, et pour soutenir ces grosses critiques de films anciens, à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de The Dark Knight Rises et pour quelles raisons certaines personnes ne l'ont pas apprécié. Je vous invite aussi pour les nouveaux bien sûr à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien pour aider la chaîne. Et j'ai ultra mal, hein. Putain ça fait 1h30 de tournage les gars, 1h30 et la vidéo va durer je pense 20 minutes. C'est dire, hein, vous voyez tout ce qu'on retire au montage. Je vais plancher dès maintenant sur Batman Begins, bien sûr on va en parler. Je vous dis au revoir très vite, parce que là je suis KO. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, je sais même plus où j'en suis, je suis mort. Un bon confinement, profitez de la vie. Je suis archi mort, c'est n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous, profitez bien de cette vidéo parce que j'ai douillé. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très vite.